Laurent Donafologo s'en est allé. Le journaliste, ministre et ancien membre du PDCI aurait eu 82 ans le 12 décembre prochain. Et puis la mutilation génitale féminine continue de briser des vies de 2018 à 2020. 54 cas de mutilation génitale féminine et 10 cas rien que pour le seul mois de janvier 2021 ont été recensés par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Une pratique qui a des conséquences sur la santé reproductive et psychologique des femmes. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée de lutte contre les mutilations génitales féminines. Nous en parlerons dans ce journal. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Laurent Donafologo est décédé hier à près de 82 ans. Journaliste de formation, il a occupé des portefeuilles ministériels pendant plusieurs années, dont celui de ministre de l'Information. Laurent Donafologo fut également pendant 10 ans secrétaire général du PDCI et président du Conseil économique et social. Nou Sangaré revient de Fraternité Matin où Fologo a été rédacteur en chef et directeur. Cours du quotidien Fraternité Matin. Ici se trouve la place Laurent Donafologo, un jardin aménagé baptisé en hommage à celui qui a été le 3e directeur général du quotidien gouvernemental. Cette place est un lieu de repos et d'attente pour employés et visiteurs. À l'intérieur du bâtiment administratif, la salle Félix Houphouët-Boigny. Dans cette salle, des expositions photos pour retracer l'histoire du journal avec la Côte d'Ivoire. Parmi ces photos figure celle de Laurent Donafologo, alors tout premier jeune rédacteur en chef, en entretien avec le président Philippe Grégoire Yassé en 1964. Sorti de l'école de journalisme de Lille en 1962 pour exercer ce métier à Fraternité Matin, Fologo était un passionné du sport. En témoigne cette image où il porte le brassard de l'équipe de Fraternité Matin en qualité de capitaine. Le journalisme et le sport, deux passions qui le suivront au gouvernement. Les Ivoiriens retiennent de lui un serviteur de l'État. Il était un grand politicien. Il était quelqu'un qui connaissait la vie. Il connaissait la mentalité des Ivoiriens. Il connaissait beaucoup de choses sur la Côte d'Ivoire. Il peut dire qu'il est travailleur. Il a travaillé pour le pays, pour l'avancement de ce pays. Il était digne. Laurent Donafologo, j'aimais beaucoup sa manière de faire la politique. Il était beaucoup pacifique. Il aimait la paix. Il aimait la cohésion. Et vraiment, c'était un grand homme que la Côte d'Ivoire a perdu. Mort à près de 82 ans, Fologo aura été une autre victime de la Covid-19 qui continue de faire des morts au sein des personnalités ivoiriennes. Adieu Laurent, adieu Dona, adieu Fologo. Revenons sur le parcours de l'homme, du journaliste, du ministre, de l'ancien président du Conseil économique et social. Laurent Donafologo, ancien secrétaire général du PDCI RDA, est décédé hier des suites de la Covid-19. Diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille, il fut le premier rédacteur en chef du quotidien Fraternité Matin. Il remplira ainsi avec courage et conscience professionnelle sa mission de propagande journalistique qui lui avait été assignée par le président Houphouët-Boigny à travers des éditoriaux bien orientés. Laurent Donafologo sera nommé secrétaire général du PDCI RDA dans un contexte de parti unique. Il fut ministre pendant des décennies dans plusieurs gouvernements, sous Houphouët-Boigny de 1974 à 1989, puis sous le président Henri Konan Bédié de 1996 à 1999. À la tête du ministère des Sports en 1992, Laurent Donafologo et son équipe ont offert à la Côte d'Ivoire sa première Coupe d'Afrique des Nations. De 2000 à 2011, sous le président Laurent Gbagbo, il occupe le poste de président du Conseil économique et social. Il a aussi participé aux négociations de l'Inas Marcoussi au titre de représentant du PDCI et les accords Kléber visant à trouver une solution à la longue crise que la Côte d'Ivoire a traversée. Né le 12 décembre 1939 à Sinématiali, Fologo fut une figure emblématique de la politique ivoirienne. Son décès, ce vendredi 5 février, est un choc pour ses proches et pour la Côte d'Ivoire, qui perd un grand-fils dont la vie restera un témoignage.
La lutte contre les mutilations génitales féminines se multiplie en Côte d'Ivoire. Les résultats de l'enquête à indicateurs multiples 2016 indiquent que 36,7% des femmes ont subi une MGF avec des disparités importantes dans certaines régions comme l'ouest du pays avec un peu plus de 62%, le nord-ouest un peu plus de 75% et le nord 73,7%. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a recensé de 2018 à 2020 au niveau de ces plateformes multisectorielles de lutte contre les violences basées sur le genre, 54 cas de MGF et 10 cas rien que pour le seul mois de janvier 2021, c'est-à-dire le mois dernier. Les MGF ont des conséquences sur la santé reproductive et psychologique des femmes. Quel regard la population porte sur les MGF aujourd'hui, journée mondiale de lutte contre cette pratique? La réponse dans ce reportage de Alassane Drabo. Quand nous arrivons à son domicile, c'est avec le sourire que Roxane Ouattara nous accueille. Cependant, à l'énoncé de l'objet de notre visite, Roxane ne peut retenir ses larmes. Journaliste de profession, cette jeune femme a été victime de l'excision dès sa plus tendre enfance. Un souvenir amer qu'elle n'oubliera pas de sitôt, tant les séquelles continuent de la marquer. C'est dans une forêt. C'est dans un endroit vraiment où il y a beaucoup d'arbres. Notre guide nous fait asseoir par terre, même le sol. On nous demande de fermer les yeux. Je suis de nature très curieuse. On vient tuer un éléphant et vous me demandez de fermer les yeux. Moi, je n'ai pas fermé les yeux. J'avoue que j'ai tout vu. Le sang, les couteaux. C'était vraiment douloureux. Rien de positif au plan sexuel, je veux dire. Rien de positif parce que j'ai peur des hommes. J'ai vraiment peur de l'acte sexuel parce que j'ai tout le temps des infections. Tout le temps, c'est des plaies par-ci. C'est là où 2 ou 3 personnes, elles peuvent supporter faire pipi quelque part. Moi, je ne peux pas. Donc, ça fait que je me retiens beaucoup. Je me retiens beaucoup quand j'ai envie de faire pipi. Même, je peux me retenir du matin au soir. L'excision, l'une des formes des mutilations génitales féminines, consiste en l'ablation du clitoris de la femme et des petites lèvres. Cette pratique, courante chez certains peuples, est beaucoup condamnée depuis l'avènement des campagnes de sensibilisation. En tant que femme, ce n'est pas une bonne chose. Moi, je suis de l'Ouest, mais je n'ai jamais aimé cette pratique-là. Et mes parents aussi ne nous ont pas encouragés dans ce domaine-là. Raison pour laquelle aujourd'hui, je suis une femme épanouie. Je suis heureuse avec mon mari. On doit bannir même, c'est le mot même qui est là. On doit bannir parce que ça crée déjà beaucoup de complications chez la femme. C'est une ancienne pratique qui vraiment a laissé beaucoup de séquelles dans la société. Je pense qu'aujourd'hui, elle devait normalement même disparaître. Moi, mais je pense qu'on ne devait même plus en parler. Ça doit être une histoire ancienne. La Fondation Djigui La Grande Espérance a fait de la lutte contre l'excision son cheval de bataille. À l'occasion de la Journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, l'imam Cissé Djigiba donne de la voix. Convaincu des dangers de cette pratique, nous avons pris l'engagement de créer une fondation et de créer également un département dédié à la lutte contre les mutilations génitales féminines. L'égalité n'est pas une chanson, elle doit être une culture et un comportement entre l'homme et la femme. Je dis bien, ce concept, nous le tirons de nos enseignements religieux, du Coran et des enseignements du prophète, paix et salut de Dieu soit sur lui, qui n'a jamais voulu que la femme soit violentée. Selon un rapport des Nations Unies, les filles qui subissent des mutilations génitales féminines font face à des complications à court terme, telles que des douleurs intenses, des saignements excessifs, des infections et des difficultés à uriner, ainsi qu'à des conséquences à long terme pour leur santé sexuelle et reproductive et leur santé mentale. Les Nations Unies se sont fixées pour objectif de mettre fin aux mutilations génitales féminines d'ici à 2030.
Un lancement du projet intitulé L'Afrique en compte au Centre culturel français. L'idée, conserver et valoriser le patrimoine oral africain par la constitution d'un catalogue audio et de contes produits avec les acteurs et conteurs locaux et ou les enfants dans les écoles via les bornes d'écoute dans les bibliothèques, centres culturels et librairies. Des livres pour tous, Côte d'Ivoire et Marking Waves se sont donné la main pour réussir ce projet. Anissette Conan, Joël Gossé. Ceux qui ont connu Mamadou Ebineta connaissent l'histoire de comment Massako Kari épousa la fille du roi. Rassemblés autour d'un conteur captivé par ce qu'il dit. Autrefois, c'est ainsi que se racontaient les contes et légendes d'Afrique. Avec l'évolution du temps et l'avènement des réseaux sociaux, cette culture tend à disparaître. C'est pour pérenniser cette culture africaine par voie digitale, les réseaux sociaux notamment, YouTube, Facebook, podcast, que la Bibliothèque des livres pour tous et le Making Wave ont lancé ce projet dénommé L'Afrique en compte. Ce projet Afrique en compte, il vient pour diffuser les côtés positifs de l'Afrique. L'idée, c'est de toujours faire du conte quelque chose de très important et moderniser les contes africains et montrer un peu la tradition. Une action saluée par les artistes présents à cette cérémonie. Selon eux, l'Afrique en compte vient à point pour valoriser le patrimoine oral africain. Ce serait bien au niveau de nos pays en Afrique de pouvoir écouter nos contes à travers la radio, mais que ce soit vraiment des contes retravaillés, repensés et qui portent des valeurs que nous partageons avec le reste du monde. Avec nos enfants, que nos grands-mères nous ont transmis. L'Afrique en compte va aussi permettre de démultiplier l'expérience acquise qui pourra être partagée avec d'autres pays du continent. La création d'une collection de contes et d'histoires originales de 3 à 8 minutes en baoulé et en malinké a été déjà mise en place pour diffusion sur plusieurs radios. Le projet se déroulera sur 3 années. Sachez que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été élu nouveau président de l'Union africaine à l'issue du 34e sommet ordinaire de l'Union africaine tenu par visioconférence ce samedi 6 février. Élu pour un mandat d'1 an en remplacement du président de la République sud-africaine, Cyril Ramaphosa, le nouveau président de l'Union africaine place sa mandature sous le sceau d'une Union africaine au service du peuple africain. Selon lui, son agenda va se dérouler autour de 9 axes majeurs avec en point de mire l'art et la culture. Art, culture et patrimoine, justement, un levier pour construire l'Afrique que nous voulons. C'est la thématique de cette mandature 2021. Il était premier vice-président de l'Union africaine depuis le 9 février 2020. Il s'agit de Félix Tshisekedi, le nouveau président de l'Union africaine. Sachez aussi que le président tchadien Idriss Déby Itno rempile pour un 6e mandat au pouvoir depuis 1990. Il est élevé au rang de maréchal, fils d'éleveur modeste. Commandant en chef de l'armée sous Hissène Habré, qui sera condamné en 2016 pour crime contre l'humanité. Idriss Déby le renverse en 1990. 17 premiers ministres se sont succédés entre 1991 et 2018 avant que Idriss Déby ne fasse supprimer cette fonction. Au Gabon, dans la forêt équatoriale, le mandril est une espèce protégée comme le gorille et le chimpanzé. Dans un centre de primatologie, des efforts sont faits pour ramener ces singes à la vie normale. La loi interdit de les chasser, les capturer, les vendre ou les détenir. Pourtant, sa viande est encore recherchée et nombre de familles en font leurs animaux domestiques, souvent des bébés que les braconniers ont épargnés pour les vendre. Le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP, commenté par Joël Gossé. Ces jeunes orphelins vont-ils retrouver la vie sauvage? Dans ce centre de primatologie, tous les efforts sont faits pour sauver. J'ai le rôle de papa, de maman, donc je prends un peu soin d'eux, comme on prend soin des bébés à la maison. Je fais du lait, je donne, j'apprends à manger, j'apprends à boire, j'apprends à marcher, c'est un peu ça mon rôle. Le but ici, c'est pas de les garder ici. Si c'est un centre de recherche, ils sont ici, ils viennent ici pour 3-4 mois. En gros 45 jours pour une quarantaine. Et parce que ce sont des sujets qui sont détenus.
Parce que certaines personnes sont les porteurs de virus, de maladies, et ils passent une période de quarantaine. Et après la quarantaine, on les fait partir dans des sanctuaires. Au Gabon, la loi interdit de chasser, capturer, vendre ou détenir un singe. Pourtant, sa viande est encore recherchée et les bébés adoptés comme animaux domestiques. L'association Save Gabon Private tente alors de les récupérer. Ces animaux, ils sont faits pour vivre en forêt avec leurs congénères, en fait. Nous, ici, quand on les garde en tant qu'animaux domestiques, on leur apprend nos habitudes à nous. Donc, ils se comportent comme des êtres humains, ils mangent ce que les humains mangent. Et après, ils n'ont plus ce mental-là d'animaux qu'ils ont d'habitude. Du coup, ces animaux-là, si vous les réintroduisez en forêt, ils auront du mal à se réadapter. C'est la Fédération internationale de football qui va trancher au sujet de l'éligibilité de Ahmad Ahmad. C'est ce qu'a décidé le comité exécutif de la CAF. L'actuel patron du football africain venait pourtant d'avoir le feu vert de la commission de gouvernance de la CAF. Rétabli au moins temporairement dans cette fonction par le tribunal arbitral du sport TAS, alors que la commission de gouvernance de la CAF, chargée d'étudier les dossiers des candidats, venait de le déclarer éligible pour le scrutin du 12 mars prochain à Rabat au Maroc. Le gouvernement de la CAF, à comité exécutif, a lui décidé de ne pas suivre cet avis en vertu de l'article 44 des statuts de l'institution. Celui-ci stipule en effet que la commission de gouvernance conseille le comité exécutif, mais que ces décisions ne sont pas forcément souveraines par rapport à celles du comité exécutif. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.